Le verre de champagne s'écrasa sur le sol de la cabine de première classe, son éclat cristallin résonnant comme une cloche funèbre dans le silence oppressant. Sophie Dubois, figée sur place, sentit ses joues caramel brûler d'humiliation. Autour d'elle, les regards des autres passagers, tous impeccablement vêtus, semblaient la transpercer. La lumière tamisée de la cabine, conçue pour évoquer le luxe et la sérénité, ne faisait qu'accentuer la cruauté de l'instant. Claire Beaumont, l'hôtesse blonde aux lèvres peintes d'un sourire venimeux, se tenait devant elle, son badge scintillant sous les spots de l'avion d'étoiles célestes, la compagnie aérienne que le père de Sophie, Antoine Dubois, venait d'acquérir. « Madame, je pense qu'il y a eu une erreur », murmura Claire, son ton mielleux contrastant avec la dureté de ses paroles. « Une personne de votre corpulence serait plus à l'aise en classe économique. Les sièges de première classe ne sont pas conçus pour des profils comme le vôtre. » Le silence dans la cabine s'épaissit, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Sophie, à 29 ans, était habituée aux regards indiscrets, aux jugements implicites, mais jamais une humiliation n'avait été aussi publique, aussi calculée. Elle serra son sac à main Hermès, un cadeau de son père pour célébrer son doctorat en éthique des affaires, et tenta de garder son calme. « J'ai un billet valide pour la première classe », répondit-elle, sa voix posée malgré le tumulte intérieur. Elle avait planifié cette inspection avec soin, voyageant incognito pour évaluer le service de la compagnie après des rapports troublants sur des pratiques discriminatoires. Antoine Dubois, magnat des affaires connu pour redresser des entreprises en crise, avait acquis Étoile Céleste précisément pour cette raison. Sophie voulait voir de ses propres yeux ce que les rapports décrivaient, un traitement inégal des passagers selon leur apparence. Elle ne s'attendait pas à en être la victime dès les premières minutes à bord. Claire Beaumont, avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés et son sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, examina le billet de Sophie avec une lenteur théâtrale. « Oui, mais il doit y avoir une erreur dans la réservation, » dit-elle, son regard glissant sur la silhouette voluptueuse de Sophie avec un mépris à peine dissimulé. « Nos standards de première classe exigent un certain confort pour tous les passagers. » Le mot « confort » fut prononcé avec une insistance qui fit frissonner Sophie. Elle remarqua que l'homme d'affaires à côté d'elle, un homme blanc corpulent en costume sur mesure, avait été accueilli avec un sourire chaleureux et une flûte de champagne à peine 5 minutes plus tôt. « Je ne vois pas où est le problème, » répondit Sophie, sa voix ferme mais mesurée. « Je voyage régulièrement en première classe et je m'adapte parfaitement à ces sièges. » Le sourire de Claire se crispa. « Le problème, madame, est le confort des autres passagers. Votre taille pourrait gêner certains dans cette section. » Elle ne baissa pas la voix, s'assurant que chaque mot résonne dans la cabine. Les murmures commencèrent immédiatement. Un cadre aux cheveux gris, 2 rangées plus loin, se retourna pour observer. Une femme en robe Chanel dissimula un rictus derrière sa main. L'homme d'affaires à côté de Sophie plongea soudainement dans son téléphone, évitant tout contact visuel. Sophie sentit une vague de chaleur monter en elle, mais son entraînement en gestion de crise l'aida à rester impassible. « J'ai voyagé en première classe des dizaines de fois, » dit-elle calmement, « et je n'ai jamais eu de problème avec les sièges. Peut-être que d'autres compagnies ont des standards moins rigides, » ajouta-t-elle, reprenant les mots de Claire avec une pointe d'ironie. Claire fit un signe à un autre membre d'équipage, un homme robuste nommé Thierry. Avec ses épaules larges et son allure assurée, il semblait habitué à gérer les problèmes. Il jeta un regard à Sophie et son expression se durcit. « Quel est le souci ici ?» demanda-t-il. « Cette passagère a été placée par erreur en première classe », expliqua Claire comme si Sophie n'était pas là. « Je lui ai expliqué nos politiques de confort, mais elle se montre difficile. » Sophie sentit son pouls s'accélérer, mais garda son sang-froid. « Je ne suis pas difficile, » rétorqua-t-elle. « J'ai réservé cette place intentionnellement, et il n'y a pas d'erreur. » Elle remarqua une femme blanche corpulente de l'autre côté de l'allée, accueillie avec courtoisie par les mêmes hôtesses. Thierry croisa les bras. « Madame, je vais devoir vérifier votre carte d'embarquement encore une fois. » Sophie la lui tendit, notant qu'aucun autre passager n'avait été soumis à un tel contrôle répété. Thierry examina le document avec une lenteur exagérée, échangeant un regard complice avec Claire. « Tout semble en ordre, » admit-il à contre-cœur. « Mais si un problème de confort se pose en vol, nous devrons vous déplacer. » « Quel problème de confort ?» insista Sophie. « Les accoudoirs descendent complètement et je suis parfaitement installé. » Le sourire de Claire disparut. « Vous devenez agressive, madame ? Nous ne tolérons pas les passagers perturbateurs en première classe. » « Poser des questions n'est pas être perturbateur, » répondit Sophie, son ton toujours maîtrisé. Thierry haussa légèrement la voix.
Nous pouvons résoudre cela simplement en vous déplaçant en classe économique, où il y a plus d'espace entre les rangées. Ou nous pouvons compliquer les choses. À vous de choisir. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. J'ai payé pour la première classe, et je reste en première classe. Thierry serra la mâchoire. Sécurité, lança-t-il, faisant signe à un agent de bord qui se tenait à l'avant de l'avion. Nous avons une passagère non coopérative. Sophie sentit son cœur s'emballer. Non coopérative? Je demande simplement le service pour lequel j'ai payé. L'agent de sécurité, un homme nommé Luc, s'approcha, la main instinctivement posée près de sa ceinture. Quel est le problème ici? Demanda-t-il. Cette passagère refuse de se conformer aux instructions de l'équipage, intervint Claire. Nous lui avons demandé à plusieurs reprises de se déplacer vers un siège plus approprié. Sophie leva la main pour intervenir. Il n'y a aucun problème. Je veux simplement occuper la place que j'ai réservée. Mais Luc ne sembla pas intéressé par son explication. Madame, pour la sécurité et le confort de tous, je vous demande de prendre vos affaires et de suivre les instructions de l'équipage. Les téléphones commencèrent à apparaître. Plusieurs passagers filmaient la scène, leur regard oscillant entre curiosité et jugement. Sophie comprit immédiatement le scénario qui se dessinait. Une femme noire en colère, expulsée d'un vol. Elle avait vu trop de titres similaires pour ignorer le piège. Avec toute la dignité qu'elle pouvait rassembler, Sophie se leva. Je vais me déplacer, mais je veux vos noms et numéros d'identification. Le sourire de Claire réapparut, triomphant. Bien sûr, nous suivons simplement les politiques de la compagnie. La marche vers la classe économique sembla interminable. Chaque pas résonnait comme une nouvelle vague d'humiliation. Les chuchotements des passagers, les regards en coin, les vidéos tournées sans discrétion, tout cela la suivait comme une ombre. Une petite fille pointa du doigt en passant, murmurant quelque chose à sa mère. Sophie garda la tête haute, mais chaque regard était une aiguille plantée dans son orgueil. Ce que personne dans cette cabine ne savait, ce que Claire Beaumont, avec son sourire condescendant, ne pouvait imaginer, c'était que Sophie Dubois n'était pas une passagère ordinaire. Elle n'était pas seulement la fille d'Antoine Dubois, le nouveau propriétaire d'Étoile Céleste. Elle était une docteure en éthique des affaires, spécialisée dans l'éradication des pratiques discriminatoires dans les entreprises. Et cet incident, loin d'être une simple mésaventure, venait de transformer son inspection de routine en une mission bien plus grande. Installée dans son siège étroit en classe économique, Sophie sortit son carnet et commença à noter. Incident de discrimination, première classe, Étoile Céleste, Noms, Claire Beaumont, Thierry, heure, embarquement. Elle décrivit chaque détail avec une précision clinique, déterminée à ne rien oublier. Alors qu'elle écrivait, une voix douce l'interrompit. « Voulez-vous de l'eau, madame ?» Julien, un jeune homme brun avec un badge indiquant son nom, lui tendit un gobelet en plastique. Son regard était différent, empreint d'une empathie qui contrastait avec l'hostilité de ses collègues. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé là, oh !» murmura-t-il, se positionnant pour bloquer la vue des autres membres d'équipage. Ce n'était pas juste. Sophie l'observa attentivement. Cela arrive-t-il souvent sur cette compagnie? Julien jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. Je ne peux pas en parler ouvertement, mais... Il glissa une serviette sous le gobelet. Ma pause est dans 30 minutes, si vous voulez discuter. Intriguée, Sophie hocha la tête. 30 minutes plus tard, Julien revint et s'assit à côté d'elle pendant un moment calme du service. Ce qui vous est arrivé n'était pas un hasard, dit-il à voix basse, à peine audible par-dessus le ronronnement des moteurs. Il y a un système ici, un schéma. On appelle ça ciel d'élite. Certains passagers reçoivent un traitement spécial. D'autres sont découragés. Surtout en première classe. Sophie fronça les sourcils, son esprit de chercheuse en alerte. Quel genre de schéma? Julien hésita, puis poursuivit. Ce n'est jamais dit explicitement, mais les consignes sont claires. On favorise certains profils pour maintenir l'image premium de la compagnie. Ceux qui ne correspondent pas. Il s'arrêta, regardant Sophie avec une expression mêlée de honte et de frustration. Une collègue a signalé ces pratiques l'an dernier. Elle a été reléguée à des vols de nuit avec des horaires intenables jusqu'à ce qu'elle démissionne. Sophie prit des notes rapides sur son téléphone, masquant son écran. Et personne n'a rien fait? Julien secoua la tête. Les ressources humaines sont impliquées. Tout est conçu pour protéger le système. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Claire apparut à l'extrémité de l'allée,
son regard perçant fixé sur eux. Julien se leva rapidement, prétextant un service à effectuer. Quelques instants plus tard, alors que Sophie se dirigeait vers les toilettes, elle surprit Claire et Thierry en train de chuchoter dans la cuisine de bord. « On a un problème », siffla Claire, son visage blême. « J'ai vérifié le manifeste des passagers. Cette femme, je crois que c'est la fille de Dubois. » Thierry blêmit. « Antoine Dubois? Le nouveau propriétaire? » « Oui, » répondit Claire paniquée. « Sophie Dubois. Il faut régler ça avant l'atterrissage. Mon oncle François va nous tuer si on a créé des problèmes dès le premier jour. » Sophie baissa la tête, feignant de fouiller dans son sac pour éviter d'être repérée. Elle activa discrètement l'enregistrement sur son téléphone. « On lui offre un verre de champagne, une excuse, un surclassement de repas, » suggéra Thierry. « On dira que c'était une erreur informatique. »« Et l'incident ?» demanda Claire. « Supprime le rapport. Dis qu'elle était agressive. Tu sais comment ça passe avec la direction. » Sophie sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas juste une erreur. C'était un système organisé. Et elle venait de tomber sur la première preuve tangible. Revenue à son siège, elle trouva Julien, qui lui glissa un petit objet dans la main, une clé USB. Données sur les profils des passagers, mémos internes, paramètres de l'algorithme, murmura-t-il. J'ai collecté ça pendant des mois. Pourquoi me donner ça? Demanda Sophie, glissant la clé dans sa poche. Parce que j'en ai assez de voir des gens humiliés, répondit-il, son regard sombre. Le système note les passagers selon leur race, leur poids, même leur accent. Un score de compatibilité premium décide qui mérite la première classe. Avant qu'il ne puisse continuer, Thierry réapparut, son sourire forcé ne masquant pas sa nervosité. « Madame Dubois, nous avons eu un malentendu regrettable. Voici un verre de champagne en guise d'excuse. » Sophie accepta le verre sans y toucher. « Intéressant, » dit-elle froidement. Ce malentendu semblait très intentionnel quand on m'a dit que ma taille n'était pas adaptée à la première classe. Thierry vacilla. Une erreur de formulation. Nous serions ravis de vous ramener en première classe. Je suis bien ici maintenant, répondit Sophie, observant sa réaction. Mais je suis curieuse. Qu'est-ce qui a changé? Ma taille est la même qu'à l'embarquement. Le masque professionnel de Thierry glissa, révélant une pointe de colère. Comme je l'ai dit, une simple erreur. Si vous souhaitez porter plainte, je peux vous fournir un formulaire. Sophie prit une note visible sur son téléphone. Je suis sûr que vous le pouvez. Alors que Thierry s'éloignait, Julien passa à nouveau. Ils savent qui vous êtes, murmura-t-il. Ou du moins, ils le soupçonnent. Soyez prudente. Sophie hocha la tête, son esprit tournant à plein régime. Ce vol, censé être une simple inspection, venait de devenir le point de départ d'une bataille bien plus grande. Elle rangea la clé USB dans ses cheveux, camouflée par une épingle décorative, et se prépara pour la suite. Quelque chose lui disait que Claire et Thierry n'étaient que la partie visible d'un iceberg bien plus sombre. Dans la cabine, une femme d'une quarantaine d'années, Marianne, observait la scène depuis le début. Elle avait vu l'humiliation de Sophie, mais n'avait pas osé intervenir, craignant de se mêler d'une situation délicate. À présent, son regard trahissait un mélange de honte et de curiosité. À l'arrière de l'avion, un homme discret en costume sombre, Philippe, un ingénieur informatique de la compagnie, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. Il avait entendu parler des rumeurs sur Ciel d'élite et collectait des données depuis des mois, espérant un jour trouver quelqu'un capable de les utiliser. Sophie ne le savait pas encore, mais ces deux personnes, Marianne, la témoin silencieuse, et Philippe, le collecteur de preuves, deviendraient des pièces clés dans la tempête qui s'annonçait. Alors que l'avion entamait sa descente, le téléphone de Sophie vibra. Un message anonyme, envoyé d'un numéro masqué. « Cessez vos questions, ou vous le regretterez. » Elle fixa l'écran, le cœur battant, mais une détermination farouche s'empara d'elle. Ce n'était plus seulement une question de dignité personnelle. C'était le début d'une lutte contre un système conçu pour exclure, humilier et maintenir un statu quo inacceptable. Sophie Dubois n'était pas prête à se taire. L'atterrissage de l'avion d'Étoile Céleste marqua le début d'une nouvelle phase pour Sophie Dubois. Assise dans son siège étroit en classe économique, elle serrait dans sa main la clé USB que Julien, le jeune steward, lui avait confiée. Les données qu'elle contenait, profil de passagers, mémos internes, paramètres d'un algorithme nommé Ciel d'élite, étaient une bombe à retardement. Sophie savait que ce qu'elle avait vécu en première classe n'était pas un incident isolé, mais la manifestation d'un système bien huilé, conçu pour exclure certains passagers sous couvert de normes de confort premium.
Alors que les passagers se levaient pour récupérer leurs bagages, elle remarqua le regard perçant de Thierry, l'hôtesse qui l'avait humiliée, postée près de la sortie, son téléphone à la main, tapant frénétiquement. Claire Beaumont, sa complice, prononça un « merci d'avoir voyagé avec nous » au micro. Sa voix faussement enjouée, résonnant dans la cabine. Sophie sentit une tension croissante dans l'air. Quelque chose se préparait. En descendant de l'avion, Sophie traversa le couloir d'accès avec une prudence accrue. Le message anonyme reçu pendant le vol « Cessez vos questions, ou vous le regretterez » tournait en boucle dans son esprit. Elle avait caché la clé USB dans ses cheveux, maintenue par une épingle décorative, mais elle savait que ce n'était qu'une protection temporaire. À peine arrivée dans le terminal, 3 agents de sécurité de l'aéroport s'approchèrent d'elle. « Mademoiselle Dubois ?» demanda le chef, un homme à la mâchoire carrée nommé Dupont, sa main reposant nonchalamment près de son arme. « Nous devons procéder à un contrôle supplémentaire. » Sophie garda son calme, habituée à naviguer dans des situations tendues grâce à ses années d'études en éthique des affaires. « Puis-je savoir pourquoi ?» demanda-t-elle poliment, notant les regards curieux des autres passagers. « Sélection aléatoire », répondit Dupont d'un ton mécanique. « Suivez-nous, s'il vous plaît. » Au lieu de la conduire vers une zone de contrôle standard, ils l'emmenèrent à travers une porte de service, dans un dédale de couloirs isolés. L'absence de caméra visible et le silence oppressant des lieux firent sonner une alarme dans l'esprit de Sophie. Ils s'arrêtèrent dans une petite pièce sans fenêtre, meublée d'une table métallique boulonnée au sol et de 3 chaises inconfortables. « Posez vos affaires sur la table », ordonna Dupont. Une agente féminine, nommée Valérie, commença une fouille agressive de son bagage à main, vidant son contenu avec une brutalité calculée. Le carnet de Sophie, où elle avait consigné chaque détail de l'incident en première classe, fut saisi et feuilleté avec une attention exagérée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Valérie, son ton accusateur. « Mes notes personnelles » répondit Sophie, imperturbable. « Je documente mes expériences de voyage. » Dupont s'approcha, son regard scrutateur. « Nous avons reçu des informations sur une passagère adoptant un comportement suspect, prenant des notes sur les opérations du personnel et posant des questions intrusives sur les procédures de la compagnie. » Sophie haussa un sourcil. « Prendre des notes est-il un comportement suspect? Existe-t-il une réglementation spécifique à ce sujet ?» Valérie, visiblement irritée, répondit sèchement. « Ne faites pas la maligne. Nous faisons notre travail. » Mais Sophie insista. « Et quel est ce travail ?»« Exactement. Parce que ceci ne ressemble pas à un contrôle de sécurité standard. » L'agent Dupont échangea un regard avec Valérie, puis posa une question qui confirma les soupçons de Sophie. « Quelqu'un vous a-t-il donné un dispositif de stockage de données pendant le vol ?» Il cherchait la clé USB. Heureusement, Sophie avait anticipé une telle situation et n'avait rien laissé dans ses affaires. « Non !» répondit-elle avec sincérité, jouant sur le fait que Julien lui avait remis la clé avant le décollage. Techniquement à l'arrêt. Les agents, visiblement frustrés, intensifièrent leur fouille, endommageant la doublure de son sac à main et renversant son nécessaire de maquillage. « Vous serez indemnisé pour tout dommage », dit Dupont sans conviction. Après 1 heure de questions répétitives sur son travail, ses liens avec Étoile Céleste et ses intentions de voyage, ils la laissèrent partir. Non sans une dernière menace voilée, votre profil a été signalé dans le système de sécurité des voyages. Attendez-vous à des contrôles supplémentaires à l'avenir. De retour dans le terminal, Sophie découvrit que sa valise enregistrée avait mystérieusement disparu. À la réception des bagages, un agent d'Étoile Céleste, Pierre, la regarda avec une hostilité à peine masquée. « Aucune trace de votre bagage dans le système », déclara-t-il, malgré le reçu que Sophie lui présenta. « Parfois, les étiquettes se détachent », ajouta-t-il avec un sourire hypocrite. Sophie, sentant la manipulation, compléta un rapport de perte tout en observant Pierre murmurer quelque chose à un responsable de la sécurité aéroportuaire, un homme en blasé bleu marine qui la fixait de loin. Elle envoya rapidement un message à son assistante, Camille. « Sécurise tous mes comptes cloud immédiatement. Envoie l'enregistrement audio que j'ai fait dans l'avion. Quelque chose de grave se passe. » Alors qu'elle se dirigeait vers le comptoir du service client, son téléphone vibra à nouveau. Un courriel de Philippe, l'ingénieur informatique qu'elle avait aperçu dans l'avion, contenait un lien sécurisé vers un dossier numérique. « Je travaille pour Étoile Céleste », écrivait-il. « J'ai vu ce qui vous est arrivé. Voici plus de données sur Ciel d'élite. Faites-en bon usage, mais soyez prudente. Il surveille tout. » Le dossier contenait des captures d'écran de communications internes, des extraits de code de l'algorithme de profilage et des statistiques montrant un ciblage systématique des passagers selon leur race,
leur poids et même des marqueurs culturels comme les noms ou les vêtements. Sophie sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas juste une politique d'entreprise douteuse, c'était une machinerie sophistiquée de discrimination. Au comptoir du service client, Sophie dut attendre 2 heures dans une file interminable, observant un schéma familier. Une famille maghrébine avec de jeunes enfants se vit refuser une réaffectation de vol avec des excuses évasives, tandis qu'un couple de retraités blancs fut immédiatement réinstallé sur le prochain vol. L'agente, une femme nommée Chloé, traita la plainte de Sophie avec une indifférence marquée. « Le service des réclamations est fermé », dit-elle sans lever les yeux. « Appelez le numéro du service client. » Sophie, qui avait étudié les politiques de la compagnie pendant son attente, insista. « Je sais que vous pouvez enregistrer une plainte initiale ici. » À contre-cœur, Chloé commença à taper, mais Sophie remarqua qu'elle déformait ses propos, transformant discrimination en malentendu et harcèlement ciblé en procédure standard. « Ce n'est pas ce que j'ai dit », protesta Sophie, pointant l'écran. Chloé haussa les épaules. « Je résume pour plus de clarté. » Quand Sophie demanda les noms complets de Claire Beaumont et Thierry, Chloé prétendit qu'aucun Thierry n'existait dans le système et que le nom de Claire était incomplet. Frustrée, Sophie demanda à parler à un manager, mais Chloé répondit que le système de rendez-vous était en maintenance. Alors qu'elle s'éloignait, Sophie surprit Chloé chuchoter à un agent de sécurité, pointant dans sa direction. Quelques secondes plus tard, les écrans du comptoir s'éteignirent et un autre agent annonça une panne technique empêchant tout traitement des plaintes. Sophie se rendit alors au salon de l'aéroport, espérant recharger son téléphone et réfléchir à la suite. À l'entrée, la réceptionniste, une femme nommée Élise, examina son billet avec suspicion. « Votre billet indique la classe économique », dit-elle. Sophie expliqua le malentendu qui l'avait forcé à changer de place, mais Élise resta inflexible. « Sans preuve de statut première classe, je ne peux pas vous laisser entrer. » Alors que Sophie s'apprêtait à argumenter, une voix intervint derrière elle. « Elle est avec moi », déclara un homme en costume élégant, brandissant une carte de membre exécutif. « Mon invité. » La réceptionniste changea immédiatement d'attitude. « Bien sûr, Monsieur Lambert. »« Par ici, hein ?» Dans le salon, l'homme se présenta. « Étienne Lambert, consultant en affaires. J'ai vu ce qui s'est passé dans l'avion. C'était scandaleux. » Sophie le remercia, mais ne put s'empêcher de noter son silence pendant l'incident. « Vous voyagez souvent avec Étoile Céleste ?» demanda-t-elle. « 2 fois par semaine depuis 5 ans, répondit-il, hésitant. « Ce que vous avez vécu, ce n'était pas un cas isolé. J'ai vu d'autres incidents similaires. Mais je n'ai jamais rien dit. » Son aveu, teinté de honte, confirma les soupçons de Sophie sur l'ampleur du problème. Alors que son téléphone se rechargeait, Sophie reçut un appel de Camille. « Ton père est à l'hôpital », annonça-t-elle, la voix tendue. « Des douleurs thoraciques soudaines pendant sa convalescence. Les médecins ne comprennent pas. » Sophie sentit son sang se glacer. Le timing était trop parfait pour être une coïncidence. « Et l'enregistrement audio ?» demanda-t-elle. « Corrompu », répondit Camille. « On a récupéré quelques fragments mentionnant ciel d'élite et des algorithmes de profilage, mais il a été attaqué après l'envoi. Ce n'était pas une dégradation naturelle. » Sophie raccrocha, son esprit en ébullition. Elle remarqua alors un homme en costume sombre, François Moreau, l'ancien directeur général d'Étoile Céleste, entrer dans le salon, accompagné de 2 cadres de l'aéroport. Elle le reconnut immédiatement grâce aux photos de l'entreprise. Ils s'installèrent dans un coin, discutant à voix basse. Sophie s'approcha discrètement, feignant de lire un magazine. « La situation est sous contrôle », disait l'un des cadres. « Les protocoles de sécurité ont été appliqués comme demandé. » François hocha la tête. « Bien. Les nouveaux propriétaires ne peuvent pas changer nos standards du jour au lendemain. La fille pourrait poser problème, mais nous avons des moyens de la gérer. » Sophie sentit une rage froide monter en elle. Elle envoya un message à Julien. « Rencontre-moi au café près du terminal C, dans 30 minutes. » En chemin, elle prit des précautions, empruntant des couloirs de service pour éviter d'être suivie. Au café, Julien l'attendait, nerveux, vérifiant constamment son téléphone. Avant qu'elle ne puisse s'approcher, elle vit Thierry et 2 agents de sécurité se diriger vers lui. Thierry pointa Julien, et les agents l'encerclèrent, saisissant son bras lorsqu'il tenta de s'éloigner. Sophie s'avança sans réfléchir. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, sortant son téléphone pour filmer. Thierry se tourna, son expression s'assombrissant. « Cela ne vous concerne pas, mademoiselle Dubois. Ça me concerne quand je vois quelqu'un être malmené en public, rétorqua-t-elle. Est-ce une pratique courante d'Étoile Céleste de faire arrêter ses employés pour avoir parlé à des passagers ? Un des agents ordonna.
Rangez ce téléphone. Les zones de sécurité interdisent les enregistrements. Sophie tint bon. Nous sommes dans un terminal public. Pas une zone de sécurité. Une voix féminine interrompit la scène. Sur quelle base? Une femme élégante d'une quarantaine d'années, Claire Lefebvre, se tenait là, observant la situation avec un intérêt professionnel. Elle tendit une carte de visite. Claire Lefebvre, avocate spécialisée en droits humains. Je suis curieuse de savoir pourquoi des employés d'une compagnie aérienne sont détenus par la sécurité de l'aéroport sans motif clair. Thierry vacilla. Il a violé les politiques de confidentialité de l'entreprise. Quelle politique précisément? Pressa Claire. Et est-ce une pratique courante d'impliquer la sécurité plutôt que les ressources humaines? Les agents échangèrent des regards incertains. Après un moment de tension, ils relâchèrent Julien, qui s'éloigna rapidement. Thierry lança un avertissement, ce n'est pas fini. Claire se tourna vers Sophie et Julien. Allons discuter ailleurs. Ma voiture est dans le parking de courte durée. Une fois en sécurité, Claire expliqua. J'enquête sur Étoile Céleste depuis 8 mois. Je représente 14 clients victimes de discrimination, principalement en première classe ou dans les salons. Sophie hocha la tête. Seulement 14? Ce sont ceux qui ont osé parler, répondit Claire. La plupart des victimes se taisent, humiliées, et évitent la compagnie. C'est exactement ce qu'Étoile Céleste veut. Julien confirma. C'est Ciel d'élite, un programme non officiel qui opère depuis des années. Claire acquiesça. J'ai entendu des rumeurs, mais je n'avais pas de preuves concrètes. Jusqu'à maintenant, Julien sortit son téléphone. J'ai plus de documents. Communications internes, statistiques sur les profils de cabine, directives codées. Sophie ajouta. Philippe, un ingénieur de la compagnie, m'a envoyé des données similaires. Claire écarquilla les yeux. Si nous pouvons coordonner ces preuves, nous avons une chance de faire tomber le système. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, Sophie reçut un message de Camille. Urgent. Réunion du conseil d'administration prévue demain. Ils veulent nommer François Moreau conseiller intérimaire. Ton père est toujours à l'hôpital. Sophie comprit l'ampleur du complot. François Moreau, avec son réseau de pouvoir, orchestrerait un coup d'État corporatif pour protéger Ciel d'élite. Elle, Julien, Claire et maintenant Philippe formaient une alliance improbable. Mais leur fenêtre d'action se rétrécissait. Ils devaient agir vite avant que François ne consolide son contrôle et n'efface toutes les preuves. Alors que la nuit tombait, Sophie sentit le poids de la bataille qui s'annonçait. Ce n'était plus seulement une question de justice personnelle, mais une lutte contre une machine de discrimination sophistiquée, protégée par des décennies de relations et de mensonges. Le crépuscule enveloppait l'aéroport, ses lumières artificielles perçant la brume comme des étoiles captives. Sophie Dubois, assise dans la voiture de Claire Lefebvre, fixait son téléphone, le message de Camille résonnant encore dans son esprit. Réunion du conseil d'administration demain. François Moreau, proposé comme conseiller intérimaire. Son père, Antoine Dubois, était toujours à l'hôpital, ses douleurs thoraciques inexpliquées coïncidant trop parfaitement avec l'escalade des événements. Sophie sentit une colère froide monter en elle, mais elle la canalisa en une détermination acérée. À côté d'elle, Julien, le steward qui lui avait fourni la clé USB, triturait nerveusement ses mains, tandis que Claire, l'avocate spécialisée en droits humains, tapait rapidement sur son ordinateur portable. « Nous avons une nuit pour organiser notre contre-attaque », déclara Claire, ses lunettes réfléchissant l'écran lumineux. Si François Moreau reprend le contrôle d'Étoile Céleste, il enterrera Ciel d'élite et toutes ses preuves. Sophie hocha la tête, son esprit tournant à plein régime. La clé USB de Julien et les données de Philippe, l'ingénieur informatique, révélaient l'ampleur du système discriminatoire. Un algorithme qui notait les passagers selon leur race, leur poids, leur accent et même leurs vêtements, décidant qu'ils méritaient un traitement premium. Mais les preuves, bien que solides, étaient fragmentées. Ils avaient besoin d'un plan pour les rendre publiques et irréfutables. Alors que Claire coordonnait avec son réseau juridique, Sophie reçut un nouveau message, cette fois d'Isabelle, l'assistante personnelle de François Moreau, qu'elle avait brièvement rencontrée dans le salon de l'aéroport. « François sait que vous avez des données. Il a des contacts à l'aéroport et au-delà. Méfiez-vous. » Le message se terminait par une phrase énigmatique. « Je peux aider, mais pas ouvertement. » Sophie montra le texte à Claire et Julien. « Isabelle pourrait être une alliée à l'intérieur, dit-elle. Mais comment lui faire confiance ?» Julien, encore secoué par son altercation avec la sécurité, répondit « Elle a accès aux communications internes de François.
Si elle est sincère, elle pourrait nous donner ce qui manque. Des preuves directes de son implication. Claire acquiesça. Nous devons la rencontrer, mais discrètement, et nous devons anticiper une riposte. François ne laissera pas un scandale éclater sans se défendre. Le trio se rendit dans un petit café en périphérie de l'aéroport, un lieu discret où les employés d'Étoile Céleste ne risquaient pas de les repérer. Isabelle les rejoignit, vêtue d'un trench-coat gris, son visage marqué par l'anxiété. « Je ne peux pas rester longtemps, » murmura-t-elle, jetant des regards nerveux par-dessus son épaule. François a des alliés partout, y compris dans la presse et les autorités aéroportuaires. Il sait que vous préparez quelque chose. Elle glissa une enveloppe à Sophie. Ce sont des copies de ses courriels. Il a ordonné la suppression de fichiers liés à Ciel d'Élite ce soir. Il a aussi engagé une firme de relations publiques pour discréditer quiconque parle. Sophie ouvrit l'enveloppe. Les courriels confirmaient que François avait conçu Ciel d'Élite des années plus tôt, avec l'approbation tacite de l'ancien conseil d'administration. Un message mentionnait un « nettoyage des données », prévu avant la réunion du conseil. « Il faut agir maintenant », dit Sophie. Claire proposa un plan en 3 volets. Une campagne médiatique pour exposer les preuves, une action juridique pour bloquer la nomination de François et une mobilisation des employés et des passagers pour faire pression sur la compagnie. « Mais nous avons besoin d'un allié dans les médias », ajouta-t-elle. « Quelqu'un qui ne pliera pas face aux pressions de François. » Mais c'est alors que Julien mentionna Émile, un journaliste indépendant qu'il connaissait depuis l'université. Il travaille pour l'Observateur Libre, un média qui n'a pas peur des gros titres controversés. Il a déjà enquêté sur des scandales corporatifs. Sophie envoya immédiatement un message à Émile, joignant un résumé des preuves et une invitation à les rejoindre. 1 heure plus tard, Émile arriva. Un homme d'une 30aine d'années aux cheveux en bataille et à l'air déterminé. « J'ai vu vos données, » dit-il en s'asseyant. « C'est explosif, mais il faut plus que des fichiers. Il faut une histoire humaine pour capter l'attention du public. » Sophie comprit immédiatement. « Mon histoire, dit-elle. L'humiliation en première classe, filmée par des passagers, et les témoignages d'autres victimes. » Émile hocha la tête. « Exactement. Et nous devons diffuser avant que François ne lance sa campagne de désinformation. » Pendant que Claire et Émile planifiaient la publication, Sophie contacta Philippe, qui travaillait dans l'ombre pour protéger les données contre les tentatives de suppression. « Ils ont essayé d'effacer les serveurs internes, » rapporta-t-il par appel crypté. « Mais j'ai sécurisé des copies sur un cloud indépendant. Ils ne savent pas encore que nous les avons. » Alors que l'équipe se préparait, une alerte retentit sur le téléphone de Julien. Un courriel interne d'Étoile Céleste annonçait sa suspension immédiate pour « violation des politiques de confidentialité ». « Ils savent que je vous ai parlé, » dit-il, blême. Sophie posa une main rassurante sur son épaule. « Ils essaient de nous intimider. Mais chaque attaque est une preuve de plus de leur panique. » Claire ajouta, « Ta suspension peut être utilisée dans notre dossier juridique. C'est une mesure de représailles claire. » La nuit avança, et le groupe reçut une mauvaise nouvelle. Une cyberattaque visait leur serveur sécurisé. Philippe, en ligne depuis un café Internet, confirma que l'attaque provenait d'une firme de cybersécurité liée à François. « Ils utilisent des méthodes sophistiquées pour brouiller les pistes, dit-il. Mais j'ai mis en place des contre-mesures. Les données sont toujours intactes. » Sophie admirait la résilience de Philippe, un homme discret, qui risquait sa carrière pour la justice. « Pourquoi fais-tu ça ?» lui demanda-t-elle. Philippe répondit simplement. « Ma sœur a été humiliée sur un vol d'Étoile Céleste l'an dernier. Ils l'ont forcée à payer un supplément pour un siège qu'ils ont jugé plus adapté. Je ne veux plus que ça arrive. » À l'aube, Émile finalisa un article intitulé « Ciel d'Élite, le scandale caché d'Étoile Céleste ». Il combinait les données de Philippe et Julien, le témoignage de Sophie, et des extraits des courriels d'Isabelle. L'article incluait aussi des témoignages anonymes de passagers, recueillis par Claire, décrivant des humiliations similaires. Émile programma la publication pour 8 heures du matin, juste avant la réunion du conseil. Mais Sophie savait que la presse seule ne suffirait pas. Elle proposa une action audacieuse, confronter François directement pendant la réunion, en utilisant les preuves pour forcer le conseil à agir. Claire organisa une injonction temporaire pour retarder la nomination de François, arguant qu'il était impliqué dans des pratiques illégales. Pendant ce temps, Sophie contacta Marianne, la passagère qui avait assisté à son humiliation en première classe sans intervenir. Par un message sincère, elle la convainquit de témoigner publiquement. Marianne, rongée par la culpabilité, accepta. « J'ai eu tort de me taire », écrivit-elle. « Je veux aider à réparer ça. » Sophie organisa également une campagne sur les réseaux sociaux, utilisant le hashtag #CielOuvert pour rassembler les témoignages de victimes
et sensibiliser le public. Alors que la réunion du conseil approchait, Sophie reçut une nouvelle alarmante. Son père, toujours à l'hôpital, avait été visité par un homme non identifié prétendant être un consultant médical. Camille, qui montait la garde, avait entendu l'homme mentionner François au téléphone. « Ils essaient de le faire taire », murmura Sophie, son cœur serré. Elle demanda à Camille d'alerter la sécurité de l'hôpital et de rester vigilant. À 9 heures, l'équipe se réunit dans une salle de conférence louée près du siège d'Étoile Céleste. Isabelle arriva en secret, apportant un dernier élément crucial. Un enregistrement audio de François ordonnant la falsification de rapports pour discréditer Sophie. « Je l'ai enregistré hier soir », expliqua-t-elle. Ils ne se doutent de rien. Sophie, Claire, Julien, Émile et Philippe finalisèrent leur plan. Diffuser l'article d'Émile simultanément avec une présentation au conseil, soutenue par l'injonction de Claire et l'enregistrement d'Isabelle. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers le siège, leur voiture fut arrêtée par 2 véhicules banalisés. Des hommes en costume sombre, se présentant comme des agents de la sécurité privée d'Étoile Céleste, exigèrent leur téléphone et ordinateur. « Ordre de la direction », dit leur chef, un homme nommé Vincent. Claire intervint, brandissant son badge d'avocate. « Touchez à nos affaires, et vous serez poursuivi pour obstruction à la justice. » Vincent hésita, mais la menace d'une action légale le fit reculer. Sophie nota son nom et son visage, ajoutant une pièce de plus à son dossier. Arrivée au siège, Sophie fut accueillie par une assistante nerveuse qui tenta de l'empêcher d'entrer dans la salle du conseil. « Seuls les membres sont autorisés, » dit-elle. Mais Claire brandit l'injonction, forçant l'accès. À l'intérieur, François Moreau présidait la réunion, son sourire confiant vacillant lorsqu'il vit Sophie, Claire et Julien. « Mademoiselle Dubois, dit-il, son ton mielleux, votre présence est inattendue. » Sophie répondit calmement. « Je suis ici pour discuter des pratiques de la compagnie, monsieur Moreau. Des pratiques que vous avez instaurées. » Elle activa un projecteur et lança une présentation, exposant les données de ciel d'élite. Capture d'écran, courriel, statistiques. Les membres du conseil, d'abord silencieux, commencèrent à murmurer. François tenta d'interrompre. Ce sont des allégations sans fondement, fabriquées par une passagère mécontente. Mais Sophie diffusa l'enregistrement d'Isabelle, où François ordonnait la destruction de preuves. La salle plongea dans un silence choqué. Puis, Marianne entra, son témoignage projeté en direct sur les réseaux sociaux via Ciel ouvert. « J'ai vu une femme être humiliée pour son apparence, » déclara-t-elle, « et je regrette de ne pas avoir agi plus tôt. » À cet instant, l'article d'Émile fut publié, relayé par des milliers d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Les téléphones des membres du conseil vibrèrent avec des notifications. François, acculé, tenta une dernière défense. Ce sont des pratiques courantes dans l'industrie pour maintenir une image de marque. Mais Claire intervint. Discriminer en fonction de la race et de la corpulence est illégal. Vous avez violé les lois européennes sur les droits humains. Le président du conseil, un homme âgé nommé Monsieur Garnier, ordonna une suspension immédiate de François. Alors que la sécurité escortait François hors de la salle, Sophie sentit une vague de soulagement, mais elle savait que la victoire n'était pas totale. Étoile Céleste devait être transformée de l'intérieur. Dans les jours qui suivirent, Antoine, rétabli, nomma Sophie directrice de l'éthique, lui donnant carte blanche pour réformer la compagnie. Avec Julien réintégré, Claire comme conseillère juridique, et Philippe à la tête d'un nouveau système informatique transparent, Sophie mit en place des politiques anti-discrimination strictes. Des audits indépendants furent lancés, et un comité de surveillance, incluant d'anciens passagers victimes, fut créé pour garantir l'équité. Lors d'une conférence de presse, Sophie se tint devant une foule de journalistes, d'employés et de passagers. « Étoile Céleste ne sera plus un espace d'exclusion », déclara-t-elle. « Chaque passager, quelle que soit son apparence ou son origine, mérite le même respect. » Derrière elle, un écran diffusait des images du premier vol sous les nouvelles politiques. Une cabine où des enfants riaient, des familles de toutes origines partageaient des sourires, et des hôtesses, y compris une Claire Beaumont repentante, accueillaient chaque passager avec une chaleur sincère. Beaumont, après avoir témoigné contre François, avait suivi une formation sur la diversité et demandé à rester pour contribuer au changement. Alors que l'avion décollait, Sophie sentit une paix nouvelle. Le ciel, autrefois réservé à une élite autoproclamée, était désormais ouvert à tous. Ciel ouvert devint un symbole d'espoir, un rappel que la justice, même face à un système puissant, pouvait triompher grâce à la solidarité,
au courage et à la vérité. L'histoire d'un scandale dans les airs n'est pas seulement un récit palpitant sur la lutte contre l'injustice, c'est une parabole moderne sur le courage, la solidarité et la nécessité de remettre en question les systèmes oppressifs, même lorsqu'ils sont drapés dans les apparences du luxe et de la respectabilité. En tant que Française, j'ai été profondément touchée par la manière dont cette histoire reflète des valeurs chères à notre culture. La quête de justice, l'importance de la dignité humaine et l'élégance dans la résistance face à l'adversité. À travers le prisme de l'expérience de Sophie Dubois, nous sommes invités à réfléchir à nos propres responsabilités dans la lutte contre les discriminations, qu'elles soient visibles ou insidieusement masquées par des algorithmes et des politiques d'entreprise. Voici mes réflexions sur ce récit, les leçons qu'il nous enseigne et comment nous pouvons les appliquer dans notre quotidien, suivi d'un appel à l'action pour amplifier ce message. L'humiliation subie par Sophie dans la cabine de première classe est un moment déchirant, mais aussi révélateur. En France, où l'élégance et la retenue sont des vertus prisées, la manière dont Sophie conserve sa dignité face à l'hostilité de Claire Beaumont et Thierry est admirable. Elle ne cède ni à la colère ni à la résignation, mais choisit une approche stratégique, documentant chaque détail avec une précision presque académique. Cette retenue, mêlée de détermination, incarne une forme de courage que nous pouvons tous adopter. Dans nos vies, nous faisons face à des moments où notre dignité est mise à l'épreuve, que ce soit un commentaire déplacé au travail, une injustice dans un espace public ou une discrimination subtile dans nos interactions quotidiennes. La leçon ici est claire. Le courage ne réside pas toujours dans une confrontation bruyante, mais parfois dans une résistance calme et méthodique. Prendre des notes, comme Sophie, ou recueillir des preuves, peut transformer une blessure personnelle en une force pour le changement. En appliquant cela, nous pouvons apprendre à transformer nos frustrations en actions concrètes, en documentant les injustices pour mieux les combattre. Un des aspects les plus frappants de l'histoire est la manière dont Sophie, Julien, Claire Lefebvre, Philippe et même Isabelle unissent leurs forces pour démanteler Ciel d'élite. En France, l'idée de solidarité est profondément ancrée, que ce soit dans les mouvements sociaux ou les petites communautés qui se mobilisent pour une cause commune. Ce récit nous rappelle que les systèmes oppressifs, qu'ils soient corporatifs ou sociétaux, ne peuvent être renversés par une seule personne. La victoire de Sophie repose sur l'alliance improbable entre un steward, une avocate, un ingénieur et une assistante, chacun apportant ses compétences et son courage. Dans nos propres vies, nous pouvons tirer une leçon de cette dynamique. Chercher des alliés, même parmi ceux qui semblent éloignés de notre cercle, peut amplifier notre impact. Par exemple, si nous constatons une injustice au travail, collaborer avec des collègues, des syndicats ou des associations peut transformer une plainte isolée en un mouvement collectif. La solidarité, c'est aussi écouter les histoires des autres, comme Marianne qui, après son silence initial, choisit de témoigner. Cela nous enseigne l'importance de reconnaître nos erreurs et de rejoindre une cause, même tardivement. L'histoire met en lumière une vérité troublante. La discrimination moderne est souvent dissimulée sous des termes anodins comme standard de confort ou image de marque. En France, où l'égalité est une valeur républicaine fondamentale, il est choquant de voir comment des algorithmes et des politiques d'entreprise peuvent codifier des préjugés raciaux et corporels. Ciel d'élite utilise la technologie pour légitimer l'exclusion, une pratique qui résonne avec les débats actuels sur l'intelligence artificielle et ses biais. Cette leçon nous pousse à interroger les systèmes qui nous entourent, qu'il s'agisse de politiques d'embauche, de pratiques commerciales ou même des algorithmes qui régissent nos interactions en ligne. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons appliquer cela en posant des questions critiques. Qui bénéficie de ce système? Qui est exclu? Par exemple, lorsque nous utilisons des applications ou des services, nous pouvons signaler les biais que nous observons, que ce soit dans la publicité ciblée ou les politiques de service client. Être vigilant face aux discriminations cachées est un acte de citoyenneté active. Julien et Philippe risquent leur carrière pour exposer Ciel d'élite, tandis qu'Isabelle met en péril sa position en fournissant des preuves contre François. Ces sacrifices rappellent une valeur française essentielle, la liberté d'expression, souvent défendue au prix de grands risques. Dans un pays où les lanceurs d'alerte sont de plus en plus reconnus, l'histoire nous encourage à parler, même lorsque cela est inconfortable. Cela peut signifier signaler une pratique injuste au travail, dénoncer un comportement discriminatoire dans un espace public ou soutenir publiquement une cause impopulaire. Bien sûr, il faut agir avec prudence, comme Sophie qui sécurise ses preuves avant de confronter François. Dans nos vies, cela peut se traduire par l'utilisation de canaux officiels pour signaler des abus, comme les départements des ressources humaines
ou les associations de défense des droits. La leçon est que le silence protège l'injustice, tandis que la parole, même risquée, peut déclencher le changement. La fin de l'histoire, où Étoile Céleste devient un modèle d'inclusion grâce aux réformes de Sophie, illustre une vérité essentielle. Le changement ne se mesure pas seulement en intention, mais en résultats concrets. En France, où les débats sur l'égalité et la diversité sont omniprésents, cette leçon est particulièrement pertinente. Les nouvelles politiques d'Étoile Céleste, avec des audits indépendants et un comité de surveillance, montrent que la justice exige des mécanismes tangibles. Dans nos vies, nous pouvons adopter cette approche en fixant des objectifs mesurables pour promouvoir l'équité, que ce soit dans nos lieux de travail, nos associations ou nos communautés. Par exemple, organiser des formations sur la diversité, créer des espaces pour les voix marginalisées ou mesurer la représentation dans nos équipes sont des actions concrètes inspirées par l'histoire de Sophie. Cela nous rappelle que les belles paroles ne suffisent pas. Il faut des structures pour garantir un changement durable. Dans le contexte français, où la laïcité et l'égalité sont des piliers, l'histoire de Sophie nous invite à être des acteurs du changement dans nos cercles immédiats. Cela peut commencer par de petits gestes. Refuser de rire à une blague discriminatoire, signaler un traitement inégal dans un magasin ou un restaurant, ou soutenir des initiatives locales pour l'inclusion. Par exemple, dans les cafés parisiens ou les marchés de province, nous pouvons observer comment les gens sont traités et intervenir si nous voyons une injustice. De plus, en tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de boycotter les entreprises qui tolèrent la discrimination et de soutenir celles qui promeuvent l'équité. L'histoire nous enseigne aussi l'importance de l'éducation. En partageant des récits comme celui de Sophie dans nos écoles, nos entreprises ou nos discussions familiales, nous pouvons sensibiliser les générations futures à la lutte contre l'injustice. Un scandale dans les airs n'est pas qu'une histoire, c'est un appel à l'éveil. Elle nous rappelle que derrière chaque système, il y a des choix humains, et que chacun de nous peut influencer ces choix par notre courage, notre solidarité et notre vigilance. En France, où nous chérissons la liberté et l'égalité, nous avons la responsabilité de faire vivre ces valeurs dans chaque aspect de notre société. Alors, si cette histoire vous a inspiré, agissez. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à la justice. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que ce message atteigne ceux qui ont besoin de l'entendre. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits inspirants qui appellent au changement. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos propres expériences ou idées sur la manière dont nous pouvons rendre notre monde plus équitable. Ensemble, comme Sophie et son alliance, nous pouvons ouvrir le ciel à tous.